Alors c'est l'habitude des Russes d'essayer de mettre 3 fois plus, mais néanmoins, malgré ce rapport de force qui leur est très favorable dans les zones où ils font des offensives, on voit très bien qu'autour de Soumy, leur offensive a calé. Les Russes ont réellement continué, vous souhaitez continuer après avoir repris la zone de Koursk, et ils n'ont pas réussi. Regardez la mine de Goya quand Darius Rochebet est en train de parler. Regardez la mine. Qui perdent beaucoup d'hommes, on dit 1000 hommes au total, blessés ou tués. Par jour, bon, personne ne sait très exactement, mais que ce soit 500 ou 600 ou 700 ou 1000. Ça... Il a corrigé. Il a corrigé parce qu'il a vu Goya, il a vu. Il a corrigé. Il est parti de 1000, 700, 600, 500. Ah, c'est grave. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce live. Cette logique nationaliste, écoutez-le, qui redit à quel point dans son optique, dès qu'un soldat russe a mis la botte quelque part, ça doit rester une terre russe. Il y a une certaine logique dans les opérations de combat et les troupes se retrouvent dans différents territoires. Mais vous savez, nous avons ce vieux dicton qui n'est ni un proverbe ni une parabole, mais une vieille règle. Partout où un soldat russe pose le pied, c'est à nous. C'est une citation de Nicolas Ier, qui effectivement est un tsar extrêmement conservateur, à la différence de celui qui allait lui succéder, Alexandre II, et qui va en fait provoquer des catastrophiques, par son expansionnisme, une catastrophique guerre pour la Russie, qui est la guerre de Crimée, que la Russie perdra contre l'Angleterre et la France unies. Oui, si vous voulez, là encore, il faut comprendre quelle est la volonté de Poutine et quelles sont ses capacités. Parce qu'aujourd'hui, la Russie s'arme, la Russie dépense beaucoup d'argent pour s'armer, et les pays limitrophes de la Russie ont raison d'avoir peur. Les pays limitrophes de la Russie sont nos alliés, donc nous devrions avoir peur aussi. Mais la grande question que tout le monde se pose, c'est jusqu'où pourra-t-il vraiment aller? Est-ce qu'on va voir des chars russes qui vont déverser... Alors, les pays baltes, ils ont très peu de profondeur stratégique, donc ça, c'est un peu plus problématique. Mais des chars russes déversés à Varsovie, même à Paris, non. Mais le danger, c'est qu'ils mettent un petit doigt de pied dans un pays de l'OTAN. Et si l'OTAN ne réagit pas, là, on risque de voir l'effondrement de l'Alliance. Le nombre, le pari sur le nombre. Regardez, la Russie a déployé 50 000 soldats dans la zone autour de la ville de Soumy. Des cinémas, du cinéma. La Russie est dans une logique de réciprocité. Regardez dans tout ce qui a été fait depuis que ce conflit a commencé. À chaque fois que les Occidentaux ont pris des mesures, jamais vous n'avez attendu de la bouche de Vladimir Poutine que nous allons sanctionner ce qui a été pris. Il dit toujours, nous prendrons les mesures appropriées. Et donc, si Poutine un jour met les pieds dans un pays de l'OTAN, c'est que probablement que c'est le pays de l'OTAN qui aura commencé la bêtise. Comme quand, c'était qui déjà? La Finlande ou la Suède a voulu amarrer un des chalutiers qui transportent le pétrole russe au large des eaux internationaux. C'était illégal. Et il a voulu s'en prendre à lui. Et là, nous avons le Sukhoi 21 qui est rentré dans la zone aérienne de ce pays-là. Et il y avait une folle là dans le plateau qui disait ils l'ont pas abattu. Ben, il fallait l'abattre alors. Et là, tu aurais vu ce que tu aurais vu. Et donc la Russie n'est que dans la réciprocité. Et heureusement qu'elle est dans la réciprocité en montrant qu'elle est plus forte qu'eux et qu'elle n'a pas peur d'eux. Parce que nous, ici, nous avons tous vu, nous avons tous compris qu'est-ce qui se passe. À chaque fois que c'est eux qui te provoquent et que tu ne réagis pas, tu peux être sûr que c'est le début des ennuis. Et à chaque fois que tu crois à leur narrative de paix, tu peux être sûr que si toi tu ne t'armes pas et tu ne te prépares pas et que tu crois à cela, eh bien ça sera pour t'éliminer. Nous avons vu cette campagne au Moyen-Orient. Soit disons ça devait commencer par la simple chasse du Hamas à Gaza. On a fini en Iran et on a fini à 2 doigts de rendre légitime d'aller tuer tous les dirigeants de l'Iran. Mais si l'Iran, dès le début, quand ils ont voulu s'en prendre au Hamas, aurait dit
nous allons donner notre plein soutien au Hamas et nous n'accepterons pas que vous rentrez dans Gaza. Probablement que ça ne se serait pas fait. Mais ils ont voulu croire à la petite logique de l'Occident, qui est à chaque fois qu'Israël faisait une escalade, on vient, on vous dit, bon, il faut éviter que ça s'envenime. Tu crois, tu dors. Bah, souvenez-vous, ça a commencé. On a attaqué Gaza, on a tiré un missile en Iran. L'Iran, celle-là même, elle n'avait même pas du tout riposté. On s'est appris au Hezbollah. On a battu le Hezbollah, on s'est appris à la Syrie, on a battu la Syrie, on s'est pris aux défenses aériennes iraniennes. Une fois qu'on a battu les défenses iraniennes, boum, on s'est pris au nucléaire iranien. Et une fois qu'on a fait les nucléaires iraniens, on voulait maintenant la tête des dirigeants iraniens. Si l'Iran, qui soi-disant était connecté au Hamas dès le début, avait compris ça et n'avait pas accepté la logique pacifique non escalatoire des Occidentaux, elle aurait fini dans le mur. Et heureusement qu'elle avait sa réserve de missiles balistiques, parce que dans l'attaque, soi-disant, ils attaquaient les centres nucléaires iraniens, mais le plus gros, ça a été surtout de pouvoir atteindre tous les caches de missiles iraniens, et ils pensaient les avoir atteints. C'est là qu'on se rendra compte qu'en fait, ils n'avaient pas eu les bons missiles et qu'ils étaient incapables d'intercepter les bons missiles. L'Occident a compris qu'ils avaient perdu ce qu'ils avaient essayé de mettre au Moyen-Orient. Et Trump est venu à la rescousse de Netanyahou. Tout ça est lié. Voilà pourquoi Poutine, qui comprend tout ça et qui avait tout ça, et surtout toute personne de bon sens qui avait tout ça, ne peut en aucun cas encore imaginer sur la coulée douce avec l'OTAN et se dire que non, il y a la paix qui règne, on est pacifique ou quoi que ce soit. Non. Parce qu'à la première occasion qu'eux, ils auront de t'entuber, c'est ce qu'ils font. Ces forces étant environ 3 fois plus nombreuses que les défenseurs ukrainiens. C'est le Wall Street Journal qui le rapporte en citant les soldats combattant sur le terrain. Cette proportion de 3 contre 1. Syrski, le patron de l'armée ukrainienne, qui dit « La principale stratégie de l'armée russe est de nous épuiser par le nombre. Elle teste les défenses ukrainiennes en divers points du front, concentrant ensuite la pression là où elle détecte des faiblesses. » Oui, alors c'est l'habitude des Russes d'essayer de mettre 3 fois plus, mais néanmoins, malgré ce rapport de force qui leur est très favorable dans les zones où ils font des offensives, on voit très bien qu'autour de Soumy, leur offensive a calé. Les Russes ont réellement continué. Vous souhaitez continuer après avoir repris la zone de Koursk, et ils n'ont pas réussi. Donc la réalité, c'est qu'ils testent effectivement le terrain. En moyenne, tous les jours, il y a une tentative d'assaut tous les 5 km sur 1000 km de front. Tous les jours. Et donc logiquement, si un endroit... Non mais lui, des fois, je me demande s'il parle français. Lui, des fois, je me demande s'il a étudié le français. Lui, des fois, je me demande s'il comprend la cohérence de ce qu'il dit. On dit que les Russes testent la zone du front partout où ils peuvent pour voir là où ils vont avancer. Donc, nécessairement, si l'Ukraine, pour faire son TikTok ou pour faire sa propagande, met beaucoup de gens, beaucoup de moyens à Soumy, et qu'ils freinent, c'est même pas ils arrêtent, ils freinent la progression russe, c'est qu'ailleurs, ça reprend, comme on le voit. Et quand il n'y aura plus moyen de résister ailleurs, qu'est-ce que l'Ukraine va faire, comme on le voit partout? Elle va encore envoyer des soldats ailleurs, et quand elle va envoyer des soldats ailleurs, il y aura d'autres points du front où ça va se dégarnir. Donc, des fois, je me demande juste, ce monsieur, vraiment, il gagne de l'argent pour rien. Parce que je ne vois pas en quoi, si ce n'est sa connaissance de l'aviation militaire otanien, il est bon pour analyser quoi que ce soit. À chaque fois dans ses phrases, tu relèves la contradiction, le contresens même de son présupposé. L'Ukraine perd partout, mais le fait que l'Ukraine fasse de la résistance à Soumy, c'est ça qui est important.
endroit dans lequel ils sentent que leurs hommes ne se font pas tuer et qu'ils ont réussi à avancer de 100 mètres, là ils vont essayer de mettre énormément de moyens derrière. Et c'est pour ça que la guerre des drones qu'on évoquait à l'instant est fondamentale, c'est qu'elle permet de voir et d'anticiper les futurs assauts, et c'est ça qui est central aujourd'hui, c'est le renseignement en altitude. Et on voit ici d'ailleurs des drones qui sont en train de se faire abattre et de tirer. Ces drones d'observation dans les deux camps sont devenus le nerf de la guerre. Ils améliorent l'efficacité des offensives, ils permettent de mieux cibler avec l'artillerie et ils permettent de tirer les drones kamikazes ensuite. Est-ce que le front bouge, oui ou non? Oui, le front bouge. Maintenant, il bouge peu précisément à cause de cette question des drones, parce qu'en fait, l'observation permanente a un effet de fixation sur l'ensemble du champ de bataille, ce qui fait que chacun des belligérants essaye de prendre des gains là où il trouve effectivement des failles locales, mais il n'y a pas de possibilité de réellement concentrer des moyens pour mener une offensive de grand style. Pourquoi? Parce que ces moyens sont quasi instantanément, en tout cas très rapidement détectés, et une fois qu'ils sont détectés, ils sont frappés, y compris très au-delà de la ligne des contacts. Donc ça rend en fait toutes ces concentrations qui ont permis les grandes offensives de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, impossibles dans le contexte actuel de la guerre en Ukraine. Donc les Russes ont une stratégie de pression en étalant la pression sur le front pour distendre finalement l'armée ukrainienne et en espérant que ça craque quelque part. Et dès qu'ils voient que ça craque quelque part, effectivement, là, ils progressent. Mais quels sont... Alors, ils sont en train de dire ça, et regardez bien sur cette carte-ci, ils ne mettent pas en cause ce que nous avons vu, et ce qu'eux-mêmes ils ont reconnu plus tard dans d'autres publications, c'est que les Russes sont en train de rentrer dans le Dnipro. Donc, je ne saurais dire à quel point ce qu'ils disent, des fois, c'est juste de l'aberration par rapport à la réalité. L'intervention de Xavier Titelman a été totalement inutile. Ce que dit ce monsieur ici, c'est ce que nous avons déjà dit, c'est ce que nous avons déjà vu. Les Russes, non seulement, ils ont accepté de ne plus être dans une guerre de grosses offensives à gros moyens tout concentrés. Nous l'avons vu tout à l'heure sur Military Summary. Nous voyons bien que ce sont des petites escadrilles ou des petits groupes, des petites unités qui attaquent simultanément un peu partout sur le front. Et de toute manière, ça finit par payer parce que dès que la zone est débordée et surtout dès qu'il y a une zone fortifiée qui tombe, c'est derrière qu'il y a une accélération. Qu'on ne se trompe pas, regardez à Lugansk où il n'y a pas de zone fortifiée, comment ils sont en train d'avancer depuis qu'ils ont passé la ligne de Lugansk. C'est pareil. Ici, là où on est en train de s'approcher de la fin de la frontière de Zaporizhia et de Donetsk, une fois que ça sera tombé, vous verrez comment ça tombe. Puisque Chevensy l'a dit tout à l'heure. Après ça, c'est du plat. C'est du plat et là, ça sera la bataille de qui a le plus d'armées, qui a le plus d'armement pour faire reculer l'autre. Et nous savons qu'à cela, l'Ukraine sera battue. Parce que peut-être que d'ici là, les Ukrainiens réussiront à rétablir le déficit d'avancées technologiques qu'ils ont sur les Russes, parce que les Russes ont des drones FPV qui permettent d'aller beaucoup plus loin derrière les lignes ukrainiennes que les Ukrainiens ont de drones FPV pour aller derrière les lignes russes. Donc, mais franchement, comme je dis, lui, il a toujours des explications plus ou moins pertinentes, plus ou moins cohérentes. Titelman, lui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il boit. Sincèrement, je ne sais pas quoi dire. Quels sont les espoirs caressés par les Russes? Parce qu'ils perdent beaucoup d'hommes, on dit 1000 hommes au total. Voilà, toujours, je vous avais dit, quand c'est Darius Rojba, toujours il faut que ça monte. Ils perdent beaucoup d'hommes. On lui dit qu'il n'y a plus de concentration d'hommes, que ce soit des petits groupes d'hommes qui attaquent par-ci, par-là. Et il dit qu'ils perdent beaucoup d'hommes. Ils perdent beaucoup d'hommes où? C'est grave. Blessés ou tués par jour, bon, personne ne sait très exactement. La mine, regardez la mine de Goya, même lui il n'en peut plus de ce type. Regardez la mine de Goya quand Darius Rojba il est en train de parler. Regardez la mine qu'il fait. Regardez la mine. Qui perdent beaucoup d'hommes, on dit 1000 hommes au total, blessés ou tués. Sérieux. Oh mon Dieu. Aïe aïe aïe. Heureusement que des mecs comme Darius Rojba ne viendront jamais dans les médias alternatifs, parce que je te promets que moi, si je devais interviewer Darius Rojba,
Je crois même que les gens ils diront c'est pas sérieux. Je serais mort de rire tous les jours. Tellement il semble loin. Moi, je ne suis qu'un citoyen qui commente l'actualité, mais même moi, j'ai plus de respect pour les informations que lui. Et par jour, bon, personne ne sait très exactement, mais que ce soit 500 ou 600 ou 700 ou 1000... Il a corrigé. Il a corrigé parce qu'il a vu Goya, il a vu... Il a corrigé. Il est parti de 1000, 700, 600, 500. Ah, c'est grave. Ça ne change pas grand-chose en réalité, c'est-à-dire que c'est quand même des pertes considérables. Divisé par 2, ça ne change pas grand-chose. C'est grave. Un gain qui semble très faible. Oui, en moyenne, ils font la conquête d'un dixième de département français par mois. Ah. En termes offensifs, c'est l'offensive la plus lente de l'histoire. Pourquoi alors la méthode, on l'a évoqué, c'est la méthode de la pression permanente. On peut appeler ça aussi la méthode du torrent, à part que c'est plutôt de la marée plutôt qu'un torrent. Mais donc cette idée qu'on attaque absolument partout, et surtout là où c'est faible. Et on avance partout où on peut avancer, petit à petit. Là, vous savez, cette guerre de position, les armées, il doit y avoir 9 armées russes dans le Donbass, elles sont là depuis 2 ans. C'est-à-dire que la deuxième armée qui est du côté de Pokrovsk, russe, elle est là depuis quasiment 2 ans. Et depuis 2 ans, elle envoie ses bataillons devant, qui font des rotations, qui tournent, et qui envoient leurs compagnies, puis leurs sections, et puis des petits groupes qui avancent sous des kilomètres de drones dans le ciel, et qui essaient de progresser autant qu'elles peuvent. Et puis quand elles avancent de quelques centaines de mètres, c'est considéré comme une victoire. Elles ont perdu peut-être un tiers de leurs effectifs. Elles sont relevées, une autre section arrive, elle fait exactement la même chose, et ainsi de suite. On relève le bataillon, un autre bataillon qui arrive, et ainsi de suite en permanence. Alors au niveau stratégique, c'est un peu le niveau zéro. C'est de la stratégie. Bah oui, niveau stratégique, c'est le niveau 0. Mais on l'a bien vu. L'Ukraine, avec l'article de New York Times qui a dit que depuis le début, le contrôle opérationnel des choses en Ukraine est assuré par les gens de l'OTAN. Donc, l'Ukraine qui ne fait que prendre défaite sur défaite face à la Russie, elle, niveau stratégique, c'est comme ça. Par contre, la Russie, qui a totalement métamorphosé son armée et qui continue à grignoter l'Ukraine, niveau stratégique, c'est 0. Mais en même temps, on vous dit que cette configuration de combat n'a jamais existé auparavant, que tu ne peux pas faire un pas sur la ligne de front sans qu'on te voie et sans qu'on essaye de te tuer. Mais malgré ça, les Russes, ils avancent un peu partout, mais c'est niveau 0. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Le niveau, je ne sais pas si c'est stratégie ou raisonnement, ou si c'est... Franchement, si Goya, il écrit un livre et que quelqu'un l'achète. S'il y a un général français qui écrit un livre sur cette guerre, surtout les généraux français qui passent sur LCI, s'il y en a un seul qui écrit un livre et quelqu'un l'achète, franchement, il faut insulter cet homme. Il y a l'autre là, qui ne vient même plus trop là, qui a ouvert son think tank là, je ne sais plus comment il s'appelle. Lui au moins il a compris, il a arrêté de venir ici pour gagner un peu de crédibilité. Mais non, le seul qui pourrait écrire, c'est Chauvency. Parce que Chauvency, vraiment, il livre des choses qui semblent pertinentes et en phase avec ce qui se passe. Mais le reste là, même tous ceux qui viennent plus là, ceux qui sont partis sur France 3, Traignan, non, c'est grave. C'est pure stratégie de pression et d'usure, mais il faut reconnaître au moins aux Russes, d'avoir réussi à créer une infanterie assez nombreuse, qui est relativement compétente, ce n'était pas le cas au début de la guerre, et surtout qui est résistante, quoi. C'est-à-dire que voilà, ils jouent sur une qualité de résistance, encore une fois, tactiquement, c'est pas extraordinaire, au niveau opérationnel plutôt, c'est pas extraordinaire, il n'y a pas de grande manœuvre. Combien de temps pour former un soldat? Un soldat russe, c'est combien de temps qu'il a de formation? Je ne sais pas comment ils forment. Le soldat ukrainien est formé en 3 mois, plus une période d'accoutumance maintenant au front. Et le critère occidental, c'est quoi? En Seconde Guerre mondiale, on considérait qu'il fallait 20 semaines pour avoir un soldat acceptable. Donc il fallait compter 4 à 5 mois pour avoir un soldat susceptible. En soldat, on demande 2 choses. On demande des compétences tactiques, comme n'importe quel métier, une compétence technique, et on lui demande une résistance particulière à la pression du front. Et là, le fait est que les Russes ont créé cette infanterie qui fait ça, qui réussissent à la maintenir malgré les pertes. C'est ça peut-être la vraie performance. Les armées qu'on connaît en termes de...
S'ils réussissent à maintenir, c'est peut-être qu'il faut accepter l'idée qu'ils n'ont pas autant de pertes que ça. Que depuis le début que vous fabulez sur les capacités ou sur les pertes russes. Parce que pour maintenir, non seulement il faut préserver ceux qui sont déjà là, mais il faut rajouter. Non mais sérieux. De comparaison, quelles sont les armées qui tiendraient ce choc? Alors, l'armée israélienne, visiblement, il y a l'armée ukrainienne. Il a dit l'armée israélienne. Bon, on arrête ici. On arrête ici, le temps a beaucoup changé. On a pris beaucoup de temps pour décrypter ces choses qu'on dit sur cette chaîne. En tout cas, j'espère pour vous que vous avez apprécié. Moi, j'ai beaucoup apprécié. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié que vous soyez avec moi. Je ne saurais en dire plus. Franchement, vous-même, vous avez vu. Je ne sais pas jusqu'où ils vont mentir. Mais heureusement qu'ici, grâce au travail que nous faisons, si c'est possible, si ils laissent la liberté à des gens comme nous et qu'ils ne finissent pas par effacer tout ce qu'on a mis sur le net, eh ben, il y aura des endroits où les gens pourront voir la réalité de ce qui se dit et surtout de voir comment les médias occidentaux ne se préoccupent pas de relater la vérité aux populations occidentaux. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Bonne journée à vous tous. Peace out. L'Ukraine est confrontée à la réalité, et la réalité est celle-là, la réalité est difficile, c'est que on va vers la fin. Peace out.